Tu es un soldat français qui refuse de tirer sur la foule. Paris, mai 1968. Paris, 29 mai 1968. 5 heures du matin. Tu es dans une caserne à la périphérie de Paris. Dehors, la ville tremble depuis 3 semaines. Des pavés arrachés, des voitures renversées, des barricades dans le quartier latin, 10 millions de Français en grève, des usines occupées de Nantes à Lyon. La France s'est arrêtée. Et toi, tu attends depuis 28 jours avec ton régiment, en tenue de maintien de l'ordre, armes chargées, dans une tension que personne ne t'a vraiment expliquée. On vous a dit « restez prêts ». On ne vous a pas dit pourquoi. Ce que tu ne sais pas encore ce matin-là, personne ne le sait. C'est que le président de la République a disparu. De Gaulle n'est plus à l'Élysée. Il a quitté Paris en secret la veille, sans prévenir son propre Premier ministre. La France est sans président depuis 12 heures. Et au sommet du gouvernement, une question circule depuis plusieurs jours. Si ça dégénère en tentative de prise de pouvoir, on fait intervenir l'armée? Cette question parle de toi, de ton régiment, de ton arme. Dans cette caserne froide, ce matin du 29 mai, entre cet ordre hypothétique et la foule dans les rues, il y a un jeune homme de 20 ans qui a décidé, dans le silence de la nuit précédente, qu'il ne tirerait pas. Est-ce que tu as déjà su que tu ne pouvais pas obéir à un ordre et que tu n'as quand même rien dit tout de suite parce que tu ne savais pas encore vraiment ce que tu étais? Est-ce que tu as déjà attendu que quelqu'un d'autre décide à ta place et réalisé, quand tout s'est dénoué, que tu avais déjà tranché bien avant? C'est cette histoire. Pas mai 1968 tel qu'on le raconte, les pavés, les slogans, la Sorbonne, Cohn-Bendit. L'histoire de ce qui s'est passé dans les casernes, dans le silence, pendant que Paris s'embrasait à quelques kilomètres. L'histoire d'un homme qui n'a pas tiré, et qui a mis 40 ans à comprendre pourquoi c'était la décision la plus importante de sa vie. Ceci est toute sa vie. Tu t'appelles Jean, un prénom ordinaire. Tu représentes des milliers de garçons comme toi, appelés du contingent, 20 ans à peine, qui se retrouvèrent en caserne ce printemps-là, sans avoir rien demandé. Tu es né en 1948 dans un village de Corrèze, fils d'agriculteur. Ton père a fait la guerre, 39 à 45. Il n'en parle pas. Quand tu étais enfant, tu essayais de poser des questions sur ce qu'il avait vu. Il changeait de sujet avec une politesse qui ne laissait pas de place à l'insistance. Dans son silence, il n'y avait pas de la honte, quelque chose de plus difficile à nommer. Une chose trop intérieure pour supporter les mots des autres. Tu as appris tôt que certaines choses se portent seules. La France dans laquelle tu as grandi, c'est celle des 30 Glorieuses. Ce long après-guerre de croissance sans interruption, de réfrigérateurs dans les cuisines, de voitures dans les cours de ferme, de télévision en noir et blanc dans les salons. Le pays s'est reconstruit vite, et la génération de tes parents a vécu ça comme une récompense méritée après des années noires. On travaille, on ne discute pas, on avance. Mais quelque chose change dans ces années-là. La France devient massivement jeune. Le baby-boom produit une génération entière qui arrive à l'âge adulte en même temps. En 1968, un tiers de la population a moins de 20 ans. Ces enfants de l'après-guerre ont grandi dans la prospérité, mais les universités sont surpeuplées, les programmes n'ont pas bougé depuis des décennies. Les rapports entre profs et étudiants restent autoritaires. Le monde que leurs parents ont construit ne leur laisse pas beaucoup de place pour exister autrement qu'en obéissant. Toi, tu n'es pas étudiant. Tu es fils de paysan, tu as passé ton bac de justesse, et en 1968, tu fais ton service militaire. 16 mois, la durée en vigueur depuis la fin de la guerre d'Algérie. Tu es affecté à un régiment de blindés en région parisienne. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas choisi Paris, on t'a envoyé là. En mars 1968, les premières agitations commencent à Nanterre, une université neuve construite à côté d'un bidonville, ce qui dit déjà quelque chose sur les contradictions de l'époque. Des étudiants occupent des locaux administratifs pour protester contre l'arrestation de camarades lors d'une manif contre la guerre du Vietnam. Dans ta caserne, on en parle comme d'une poignée d'agitateurs. Le lieutenant qui commande ta section dit « ça ne durera pas une semaine ». Il se trompe. Le 3 mai, le recteur de la Sorbonne appelle la police pour évacuer la cour de l'université
où des étudiants de Nanterre se sont rassemblés. La police entre dans l'enceinte. C'est vécu comme une violation d'un espace traditionnellement protégé. Et procède à des arrestations massives. Dès le soir, des centaines d'étudiants et de passants affrontent les forces de l'ordre autour du Luxembourg. Ce ne sont pas encore des barricades, mais quelque chose a été franchi. Dans ta caserne ce soir-là, on vous rassemble et on annonce que les permissions sont suspendues. Tu n'as pas librement accès à la radio. Les informations passent par tes supérieurs. Tu comprends que quelque chose se passe à quelques kilomètres, sans savoir encore que ça va durer des semaines et changer le pays. La nuit du 10 au 11 mai, c'est la nuit des barricades. Dans le quartier latin, des milliers de lycéens et d'étudiants dressent des dizaines de barricades avec les pavés arrachés des trottoirs, des voitures retournées, du mobilier urbain. La police donne l'assaut vers 2 heures du matin. Les affrontements durent jusqu'à l'aube. Au petit matin, des rues dépavées, des dizaines de voitures incendiées, plusieurs centaines de blessés des deux côtés, des centaines de personnes interpellées. Ce matin-là, dans ta caserne, tu entends les infos à la radio du Metz. Ce sont RTL et Europe 1 qui ont diffusé en direct toute la nuit depuis les rues. L'ORTF, la télé d'État, a couvert ça de façon bien plus partielle. Ce que tu entends à la radio suffit. Tu comprends que ce n'est plus une poignée d'agitateurs. Ce qui te trouble, c'est autre chose. Quelque chose que tu ne sais pas encore formuler. Les gens qui ont tenu des heures contre la police, ce sont des garçons et des filles de ton âge. Certains ont peut-être 1 ou 2 ans de moins que toi. Ils n'ont pas l'air d'ennemis de la France. Ils ont l'air de gens qui veulent que quelque chose change et qui ne savent pas comment le demander autrement qu'en arrachant des pavés. Le 13 mai, la révolte étudiante déborde sur le monde du travail. Une manif traverse Paris, étudiants et ouvriers ensemble, pour la première fois. Les estimations sérieuses parlent de 500 000 personnes dans les rues de Paris. Dans d'autres villes, des centaines de milliers en plus. Ce même 13 mai, les premières usines sont occupées. Pas sur ordre syndical, ça part de la base. Les ouvriers de Sud Aviation à Nantes commencent. En quelques jours, ça se propage. Vers le 17 mai, plusieurs millions de salariés sont en grève ou ne peuvent plus travailler. La France est paralysée. Transport, raffinerie, banques. Les pompes à essence sont à sec. Les poubelles s'accumulent dans les rues. Dans ta caserne, l'atmosphère change. On ne parle plus d'agitateurs. On parle de menaces pour l'ordre public. On vérifie les armements. Les officiers tiennent des réunions à huis clos. Et le mot qui circule dans les couloirs, que personne ne prononce officiellement mais que tout le monde entend, c'est « intervention possible ». Ce mot s'installe dans ta tête et ne la quitte plus. La vie dans la caserne, pendant ces semaines-là, a une texture particulière que tu n'oublieras jamais. Le temps ne passe pas normalement. Les journées ont la même forme, réveil, rassemblement, vérification du matériel, attente, dîner, extinction des feux. Mais cette routine flotte sur quelque chose d'instable, comme une croûte de glace sur une eau qui ne tient pas. Vous êtes une vingtaine dans le dortoir, des garçons de toute la France, un fils de mineur du Nord, un apprenti boucher de Lyon, un étudiant en droit de Bordeaux qui a raté ses examens et s'est retrouvé incorporé avant d'avoir pu recommencer. Des garçons qui, dans d'autres circonstances, n'auraient jamais partagé le même espace. Ici, vous dormez à 2 mètres les uns des autres depuis des mois. La nuit, tu entends les respirations, les retournements, les murmures de ceux qui ne dorment pas non plus. Personne ne dit clairement ce qu'il pense. Mais tu sens, à la façon dont les conversations s'arrêtent quand un sous-officier passe dans le couloir, à la façon dont les regards se croisent au Metz quand la radio annonce une nouvelle dégradation de la situation à Paris, tu sens que tu n'es pas le seul à te poser des questions. L'encadrement ne cache pas forcément sa position. Certains sous-officiers de carrière parlent ouvertement des événements avec une hostilité froide. Des agitateurs, des fainéants qui veulent tout sans rien mériter, des provocateurs manipulés par des idéologies étrangères. D'autres gardent le silence avec une rigidité qui dit tout autant. Mais toi, tu observes surtout les appelés, les garçons du contingent, ceux qui sont là comme toi pour 16 mois sans avoir choisi. Et ce que tu vois dans leur visage quand les nouvelles arrivent, c'est rarement de la colère contre les manifestants. C'est surtout une peur sourde, difficile à nommer.
La peur d'être placé devant une chose qu'on ne peut pas faire. Tu commences à te poser une question que tu n'as jamais eu à te poser avant, concrète, avec une réponse qui engage ta vie entière. Si l'ordre vient, est-ce que tu obéis? Tu es soldat, tu as prêté serment. Toute ta formation repose sur une idée simple. Obéir à la chaîne de commandement, c'est la condition de tout le reste. Un soldat qui choisit ses ordres n'est plus un soldat. C'est ce qu'on t'a dit depuis le premier jour. Mais dans ta tête, l'image revient. Ces garçons et ces filles de ton âge derrière les barricades. Ces ouvriers qui ont arrêté les machines, pas parce qu'un syndicat le leur a dit, mais parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Ces gens qui ne sont pas des ennemis de la France, qui sont, à leur façon, la France, en train de crier quelque chose à une puissance qui ne les entend pas. Et de l'autre côté de cet ordre hypothétique, il y a toi, avec une arme. Le 24 mai au soir, les événements prennent une tournure nouvelle. Des manifs éclatent dans plusieurs villes, plus violentes. À Paris, la bourse est incendiée. Dans certaines villes, des bâtiments officiels sont attaqués. Pompidou écrira dans ses mémoires que cette nuit-là, le mouvement avait pris une dimension qui pouvait sérieusement inquiéter le gouvernement. Le mot « insurrectionnel » commence à circuler dans les cercles du pouvoir. Dans les casernes, la probabilité d'une intervention militaire monte encore. Le 27 mai, les accords de Grenelle sont signés. Augmentation substantielle du salaire minimum, revalorisation des salaires. Pompidou pense que ça va suffire. Mais quand les délégués syndicaux de Renaud-Billancourt reviennent annoncer les accords, la base refuse. Elle siffle les délégués. Elle ne veut pas seulement de l'argent, elle veut autre chose, quelque chose que les accords ne donnent pas. Le 28 mai au soir, tu ne sais pas ce qui se décide à quelques kilomètres. Tu ne l'apprendras que bien plus tard. Dans les cercles gouvernementaux, l'intervention militaire est sérieusement envisagée en cas de tentative de prise de pouvoir. Les blindés sont disponibles, les régiments sont en état d'alerte. La décision appartient à De Gaulle. Et De Gaulle, ce soir-là, est en train de prendre une autre décision. Dans la nuit du 28 au 29 mai, tu ne dors pas. Pas de l'anxiété, quelque chose de plus calme et de plus définitif. Tu regardes le plafond du dortoir et tu penses à ce que tu ferais si l'ordre venait. Tu penses aux voix entendues à la radio, aux barricades construites dans ta tête, pavé par pavé. Tu penses à ton père et à son silence. Tu penses à ce que ça signifie de pointer une arme vers quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et à un moment de cette nuit, tu ne saurais pas dire à quelle heure. Tu sais. Tu ne tireras pas. Quelle que soit la formulation de l'ordre, quel que soit le grade de celui qui le donne, ce n'est pas une révélation, c'est une certitude tranquille, comme quand on reconnaît quelque chose qu'on savait déjà sans l'avoir encore dit. Tu n'as pas décidé que les étudiants avaient raison sur tout. Tu n'as pas adhéré à leur slogan. Tu as juste trouvé, en toi, une ligne que tu n'es pas prêt à franchir. 29 mai, 5 heures du matin. Les nouvelles filtrent à la radio du Metz. De Gaulle n'est plus à l'Élysée. Il a quitté Paris hier après-midi en hélicoptère, sa femme avec lui, sans prévenir Pompidou, sans prévenir personne. François sort en édition spéciale. Les commentateurs radio ne savent pas quoi dire. La France est sans président depuis plus de 12 heures. Pour comprendre pourquoi De Gaulle disparaît ce jour-là, il faut savoir ce qu'il cherche à Baden-Baden, chez le général Massu, commandant des forces françaises en Allemagne. De Gaulle est dans une impasse. Son option, dissoudre l'Assemblée et organiser des élections anticipées, ne tient que si l'armée reste loyale et n'a pas à tirer sur des civils pour que la République survive. Massu confirme la loyauté des troupes, mais il dit clairement que l'emploi de la force contre des Français serait très mal vécu dans les rangs. Ce n'est pas un refus formel, c'est un signal sans ambiguïté. La voie militaire est une impasse. De Gaulle rentre le soir du 29 avec sa décision. Pas de blindés dans les rues, ce sera les urnes. Dans ta caserne, tu ne sais rien de tout ça. Tu sens seulement que la tension dans les couloirs a changé. Encore présente, mais elle a perdu quelque chose de son acuité. Le 30 mai au soir, De Gaulle parle à la radio. Pas à la télévision, à la radio.
comme si l'urgence rappelait juin 1940. Il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections anticipées. Sa voix est ferme. Il dit « Je ne me retirerai pas ». Il dit « J'ai un mandat du peuple, je le respecterai ». En quelques heures, des centaines de milliers de Français descendent dans la rue pour le soutenir. Une contre-manifestation envahit les Champs-Élysées le soir même. La lassitude gagne le camp de la contestation. Les grèves s'essoufflent en juin. La Sorbonne et l'Odéon sont évacués. Aux élections du 23 juin, les gaullistes remportent une victoire écrasante, la plus large de leur histoire sous la Ve République. Mai 68 est terminé. Tu rentres en Corrèze à l'automne. Tu n'as pas tiré un seul coup de feu. Tu n'as même pas quitté la caserne. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu une nuit, vers la mi-juin, après le discours de De Gaulle, quand les grèves s'essoufflaient mais que certaines usines tenaient encore, où une partie du régiment a reçu l'ordre de partir. Pas pour tirer, pour ramasser les ordures. La ville de Paris était paralysée depuis des semaines, les éboueurs en grève, et l'armée avait été réquisitionnée pour assurer des services essentiels. Des camions bâchés, des hommes en treillis avec des gants épais, les rues encore chargées de l'odeur de la fumée et des déchets accumulés. Tu n'as pas fait partie de ce détachement. Une légère blessure à la main t'a valu une exemption médicale ce jour-là. Un hasard anodin qui t'a maintenu dans la caserne pendant que tes camarades chargeaient des poubelles dans les arrondissements de l'Est. Ceux qui sont partis sont revenus le lendemain matin avec des histoires étranges. Pas de violence, pas d'affrontement. Des Parisiens qui demandaient des cigarettes à travers les bâches des camions. Des regards qui ne savaient pas quoi exprimer, de la gêne, de la gratitude ironique, parfois un sourire. Un de tes camarades te raconte qu'une femme d'une 50aine d'années, en sortant son sac poubelle, lui a dit « Merci mon garçon », avec une voix de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis longtemps. Il ne savait pas si c'était pour les ordures ou pour ne pas avoir tiré. Peut-être les deux. Peut-être que pour elle, c'était la même chose. Mais quelque chose s'est passé, cette nuit du 28 au 29 mai, quelque chose que personne d'autre ne sait. Ton refus n'a jamais été formulé à voix haute, jamais enregistré, jamais connu d'aucun officier. L'ordre n'est pas venu. Et c'est là que commence la partie la plus longue de cette histoire. Tu reprends la ferme avec ton père. Tu te maries, tu as des enfants, tu travailles la terre, les années passent. À la télé et dans les journaux, mai 68 devient un sujet permanent. Tantôt célébré comme une révolution de la liberté, tantôt dénoncé comme le début d'un effondrement. Des gens qui étaient sur les barricades écrivent des livres, passent des interviews, deviennent des figures publiques. Toi, tu n'en parles pas. Pas parce que tu as honte, parce que ton histoire ne ressemble à aucune de celles qu'on raconte. Tu n'étais pas sur les barricades, tu n'as pas chanté l'Internationale dans une usine occupée. Tu n'as pas non plus chargé des étudiants avec une matraque. Tu étais dans une caserne froide avec un fusil chargé, et tu avais décidé en silence de ne pas obéir à un ordre qui, finalement, n'est jamais venu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment ça s'appelle? Dans les années 70, si tu avais raconté ça, certains t'auraient dit « Mais tu n'as rien fait, il n'y avait aucun ordre à refuser ». Et ils auraient eu formellement raison. Tu aurais dû répondre à la même question. Refuser dans sa tête un ordre qui n'arrive pas, ça compte vraiment? Tu n'as jamais trouvé de réponse satisfaisante. Tu l'as porté en silence, comme ton père portait sa guerre. Il y a quelque chose que tu découvres lentement, au fil des années, sans jamais le chercher vraiment. Tu n'étais pas le seul. Pas le seul à avoir attendu dans une caserne, avec ce poids dans la poitrine. Pas le seul à avoir décidé, dans le silence, une chose qu'il n'a jamais dite à voix haute. Des témoignages commencent à apparaître, timidement, à partir des années 80. D'abord dans des lettres de lecteurs dans de petits journaux régionaux, ensuite dans des livres de souvenirs publiés à compte d'auteur. Des hommes de ta génération, des appelés du contingent, qui racontent la même chose avec des mots différents. Celui dont le régiment avait abrégé un stage pour rentrer en caserne en état d'alerte, et qui écrit qu'aucun des appelés n'était prêt à tirer sur des civils, voire peut-être nos amis ou notre famille. Celui qui avait été incorporé le 3 mai 1968, le jour même où tout commençait à la Sorbonne, et qui se souvient d'un matin où un sergent est entré dans le dortoir pour demander des volontaires pour des services non précisés.
Celui qui est rentré en disant qu'on était là, comme de la main-d'œuvre bon marché, sans comprendre vraiment pourquoi on était mobilisé. Ces hommes n'ont pas fait de discours. Ils n'ont pas refusé publiquement. Ils ont attendu, comme toi, dans le silence des casernes, pendant que l'histoire se jouait à quelques kilomètres. Et dans ce silence collectif, dans cette attente partagée de milliers de garçons de 20 ans, qui avaient tous trouvé la même ligne sans se consulter, il y a quelque chose que les livres d'histoire ne racontent pas. Pas un acte héroïque, pas un refus flamboyant. Juste une génération qui, dans le moment décisif, a serré les mains sur son arme et attendu que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité qu'elle n'était pas prête à assumer. Et dans le fait que personne n'a tiré, dans ce silence-là aussi, il y avait peut-être une décision collective, diffuse, jamais formulée, que l'histoire n'a pas su nommer. En 1977, tu tombes sur un article qui parle des soldats du refus, des appelés et des officiers qui, pendant la guerre d'Algérie, avaient refusé des ordres contraires à leur conscience. Certains avaient été sanctionnés, marginalisés. D'autres avaient vécu avec ça, en silence, sans que personne le sache jamais. Tu lis cet article plusieurs fois. Ces hommes avaient payé leur refus, souvent cher. Le tien n'avait rien coûté. Mais dans leur expérience, tu reconnais quelque chose. Cette solitude. Du moment où on décide, en soi, qu'une ligne existe et qu'on ne la franchira pas. Ces hommes avaient découvert quelque chose sur eux-mêmes que rien d'autre ne leur avait appris. Et toi, dans cette caserne, dans cette nuit froide, tu avais fait la même chose. Tu as 60 ans quand tu en parles pour la première fois. À ta fille, un soir, devant un reportage sur le 40e anniversaire de mai 68 en 2008. Elle regarde les images d'archives, les barricades en noir et blanc, les visages des manifestants. Elle ne sait pas que tu étais là, pas dans les rues, mais à quelques kilomètres, en armes, dans l'attente. Tu lui racontes, pas la grande histoire, la petite, la caserne, la nuit du 28 au 29 mai, la certitude trouvée dans le noir, l'ordre qui n'est jamais venu. Elle t'écoute sans t'interrompre. Puis elle pose une question à laquelle tu ne t'attendais pas. Est-ce que tu penses que tu aurais vraiment refusé si l'ordre était venu? Tu restes silencieux un moment. C'est la question que tu t'es posée pendant 40 ans sans jamais vraiment y répondre. Et tu lui dis ce que tu as fini par comprendre. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de refuser à voix haute, devant mes supérieurs, devant mes camarades, avec tout ce que ça aurait entraîné. Peut-être que j'aurais plié. Je ne peux pas le savoir, parce que l'ordre n'est pas venu. Ce que je sais, c'est que dans cette nuit-là, j'avais trouvé quelque chose, une ligne, et que cette ligne, je la porte depuis ce soir de mai 68 comme la chose la plus personnelle que je possède. Ton père est mort en 1996 sans avoir parlé de sa guerre. Tu n'as jamais su ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait fait ou refusé de faire, pourquoi il sortait de la pièce quand tu posais des questions. Peut-être avait-il eu, lui aussi, un moment comme le tien, un moment où une ligne était apparue, ou n'était pas apparue, et où il avait dû vivre avec ça jusqu'au bout. Tu ne sauras jamais, mais tu comprends maintenant son silence. Certaines choses ne se racontent pas, parce qu'elles sont trop intérieures pour supporter les mots des autres. Ce que tu avais décidé dans la nuit du 28 au 29 mai 1968 n'a changé le cours d'aucun événement. De Gaulle est rentré de Baden-Baden. Il a prononcé son discours. Les élections ont eu lieu. La France a continué. Mais quelque chose d'autre s'est passé, cette nuit-là, dans cette caserne. Quelque chose qui ne figure dans aucune archive, qui n'a laissé aucune trace. Un homme de 20 ans a regardé en lui-même et a trouvé une ligne qu'il n'était pas prêt à franchir. Cette certitude tranquille sur ce qu'il était, ce qu'il n'était pas. C'est ça qui a été la chose la plus importante de sa vie. Pas parce qu'elle l'a rendu célèbre, pas parce qu'elle a changé l'histoire, parce qu'elle lui a appris ce qu'aucune formation, aucune institution, aucun serment ne lui avait dit. Que la conscience ne disparaît pas sous l'uniforme, qu'il reste, même en état d'alerte, quelque chose qui n'appartient qu'à soi et qui ne se délègue à personne. Ce n'est pas un grand discours. C'est une nuit froide dans une caserne de banlieue parisienne. Un homme qui attend et qui sait. Ceci était toute sa vie,
Si cette histoire t'a traversé, si tu t'es demandé ce que tu aurais fait à sa place, ce que tu ferais aujourd'hui si on te donnait un ordre que tu ne peux pas exécuter, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, une vie que l'histoire officielle n'a pas retenue. Et rejoins-nous sur notre chaîne Telegram. Le lien est dans la description pour continuer cette conversation entre les épisodes.